l'œil le plus puissant jamais construit par l'humanité, a regardé dans l'univers et il a trouvé, avec une certitude de 99,7%, un signal de vie. Cela aurait dû être un triomphe. Mais cela s'est transformé en le plus grand paradoxe de la science. Le télescope James Webb a détecté une molécule appelée diméthylsulfure sur la planète K218b à 124 années-lumière de nous, l'empreinte chimique de la vie. Mais le choc commence ici. Ce signal est si puissant qu'il est 10 000 fois plus intense que celui produit par tous les océans de la Terre réunis. Cela semble biologiquement impossible. Pourtant, il n'existe qu'une seule alternative capable de produire le même signal, que la surface de la planète soit un océan de magma entièrement en fusion. Les données indiquent donc à la fois un paradis et un enfer. Si toi aussi tu veux connaître la réponse à ce dilemme insensé, abonne-toi à la chaîne et active les notifications, car tu vas voir comment une planète peut être à la fois vivante et morte. On commence. Pendant des siècles, nous avons regardé le ciel. Les Babyloniens ont cartographié les constellations sur des tablettes d'argile. Galilée a pointé une lentille primitive vers Jupiter et a découvert ses lunes. Edwin Hubble a réalisé que cette tache floue dans Andromède n'était pas un nuage de gaz à l'intérieur de notre galaxie. C'était une galaxie entièrement distincte à 5 millions d'années-lumière. Chacun de ces moments a brisé quelque chose, car chacun a forcé l'humanité à redessiner les frontières du connu. Mais, pendant tout ce temps, au milieu de toutes ces découvertes, il y avait une question à laquelle la science ne pouvait pas répondre avec de vraies données. La question de savoir s'il existait quelque chose de vivant au-delà de la fine enveloppe atmosphérique de cette planète. Cette situation a changé en septembre 2023, car une équipe de recherche de l'université de Cambridge a publié les résultats du télescope spatial James Webb. Leur cible était une planète nommée K218b. Dans ces données se cachait un signal qui redéfinissait, silencieusement, les fondements de l'une des plus anciennes questions de l'histoire de l'humanité, 99,7%. Arrête-toi et réfléchis à ce chiffre un instant. Ce n'est pas une erreur d'arrondi statistique, ce n'est pas un bruit d'instrument, c'est une certitude de 3 sigma. Rendons cela plus concret. Prends une pièce de monnaie et lance-la en l'air. Elle tombe sur pile. Relance-la, encore pile. Fais-le 9 fois, de suite, et obtiens pile à chaque fois. À ce moment-là, tu ne penses plus aux probabilités. Tu ne calcules plus les chances. Car même sans formation en statistique, le cerveau humain comprend que 9 piles d'affilée ne sont pas le fruit du hasard. Il se passe autre chose. Quelque chose déclenche le résultat. Voilà ce que 99,7% signifie en gros scientifiquement. Le signal ne se comporte pas comme un bruit aléatoire. C'est pourquoi il se comporte comme un chose de réel. La molécule au centre de ce signal s'appelle diméthylsulfure ou DMS. Si tu t'es déjà promené au bord de la mer un matin d'été, cette odeur t'est extrêmement familière. Cette odeur piquante, un peu salée, à la fois vivante et ancienne, est en grande partie du diméthylsulfure. C'est le souffle de l'océan. C'est ce qui se passe lorsque les algues microscopiques appelées phytoplancton meurent et sont décomposées par les bactéries. Un gaz s'échappe, s'infiltre dans l'atmosphère et dit au ciel qu'il y a quelque chose de biologique en bas. Œtez bien cette odeur si particulière et infaillible du bord de mer, s'élève maintenant de l'atmosphère d'un monde à 124 années-lumière de nous. Mais la vraie question est la suivante. Comment avons-nous pu détecter ce signal d'aussi loin? La réponse réside dans l'instrument d'observation le plus complexe et le plus sensible que l'humanité ait jamais construit. Car le télescope spatial James Webb ne prend pas de photos de planètes comme un appareil photo prend une photo de paysage. Il ne peut pas voir K218b comme tu vois la Lune depuis ton jardin. La planète est trop petite,
trop lointaine et constamment perdue dans l'éclat écrasant de l'étoile autour de laquelle elle orbite, N. FAIT, Webb fait quelque chose de beaucoup plus subtil. Il lit la lumière comme un lecteur de code-barre à la caisse d'un supermarché. Lit un produit. Chaque molécule dans l'univers absorbe certaines longueurs d'onde de la lumière et en réfléchit d'autres. Le dioxyde de carbone absorbe certaines fréquences infrarouges. La vapeur d'eau a un motif qui lui est propre. Le méthane laisse une signature qui ne ressemble en rien à celle de l'oxygène. Quand K2, un 8b passe devant son étoile, un événement d'environ 8 heures qui se produit tous les 33 jours, une fine tranche de la lumière de l'étoile filtre à travers les bords les plus externes de l'atmosphère de la planète et poursuit son voyage vers la Terre. C'est là que Webb lit les codes-barres chimiques imprimés dans cette lumière. Cette méthode, appelée spectroscopie de transit. Pour ce faire, les miroirs de Webb sont maintenus à une température incroyablement froide de négatif 233 degrés Celsius, car cette température, à seulement 40 degrés Celsius au-dessus du zéro absolu, empêche la propre chaleur du télescope de noyer les murmures venant de 124 années-lumière. Cette précision est comparable à ajouter une seule goutte de colorant bleu dans une piscine olympique, et non seulement remarquer cette goutte, mais être capable de la distinguer d'un colorant rouge ou vert. C'est exactement ce que Webb a fait sur K2, un 8b. C'est pourquoi ce qui a été trouvé est encore plus important, car la plupart des molécules proposées comme biosignatures potentielles ont des moyens de se former sans l'intervention de la vie, ce que les scientifiques appellent des voies abiotiques. L'oxygène, par exemple, peut être produit lorsque le rayonnement ultraviolet décompose les molécules d'eau. Le méthane s'échappe des cheminées volcaniques et de l'interaction de l'eau avec certains types de roches. Même la phosphine, dont la présence sur Vénus a été controversée en 2020, peut se former sous les pressions écrasantes des géantes gazeuses. Chacune de ces molécules a au moins une voie d'existence connue qui ne nécessite pas une seule cellule vivante. Mais le diméthylsulfure n'a pas cette excuse. Des décennies d'expérience en laboratoire visant à produire du DMS à des concentrations supérieures à une partie par milliard par des processus purement géologiques ou photochimiques ont constamment échoué. Des traces peuvent être produites, mais une trace signifie une partie par milliard. Ce que Webb a trouvé sur K2, un 8b, était de l'ordre d'une partie par million. C'est la différence entre une flamme de bougie et un incendie de bâtiment. Les deux sont du feu, mais leur échelle raconte une histoire complètement différente. Cette différence est un abîme dans lequel tous les processus non biologiques connus tombent pour ne jamais en ressortir. Alors, qu'avons-nous ? D'un côté, une molécule qui sur Terre est produite de manière écrasante uniquement par la vie. De l'autre, un télescope sans précédent, assez sensible pour détecter cette molécule à 124 années-lumière de distance. Et enfin, le fait qu'il n'existe aucun processus chimique ou géologique connu capable d'expliquer la quantité observée de cette molécule sans la vie. C'est une situation qui met les scientifiques mal à l'aise, car le diméthylsulfure n'a pas seulement une source biologique confirmée sur Terre, il a presque exclusivement des sources biologiques. C'est pourquoi la molécule détectée par l'équipe de Cambridge était quelque chose qui, sur Terre, a toujours eu une seule signification, la vie. Mais c'est la partie qui rend l'histoire inconfortable, car les scientifiques qui ont fait cette découverte n'ont pas célébré, ils n'ont pas fait sauter le champagne. En fait, le chercheur principal a décrit la découverte dans un langage mesuré qui ressemblait presque à une déception, un signal cohérent avec la présence de diméthylsulfure qui nécessite des observations supplémentaires pour être confirmées, car 99,7% signifie aussi une marge d'erreur de 0,3%. Et en science, lorsque vous avancez l'affirmation la plus importante de l'histoire de
L'humanité, 0, 3% n'est pas assez petit. Pas du tout. Alors, pourquoi ceux qui ont fait cette découverte sont-ils les moins enclins à la célébrer? Car le télescope spatial James Webb ne prend pas de photos de planètes comme un appareil photo prend une photo de paysage. Et cela, car le télescope spatial James Webb ne prend pas de photos de planètes comme un appareil photo prend une photo de paysage, et cela change tout. Il ne présente pas une photo de preuve, ou l'IE de cela, il déchiffre un code. C'est pourquoi les scientifiques sont si prudents. Ils ne regardent pas une image vivante d'un océan, mais un code barre, chimique complexe qui pourrait potentiellement avoir plusieurs significations. Mais cette planète elle-même raconte une histoire, encore plus étrange que les produits chimiques dans son atmosphère. Car K2, 1.8b appartient au type de planète le plus courant dans la galaxie. Le modèle de monde le plus uniforme, le plus standard en orbite autour d'autres étoiles de la Voie lactée. Mais, dans notre système solaire, il y en a exactement 0. Pas un seul, pas d'exemple, partiel, pas de sosie proche attendant d'être reclassé quelque part, entre Mars et Jupiter. Rien. Le type de planète le plus abondant dans l'univers n'existe pas dans notre propre quartier que nous cartographions avec des détails extraordinaires depuis des siècles. Les scientifiques les appellent des sous-Neptunes et K2, 1.8b en est un. Ce n'est pas un petit oubli. C'est l'une des lacunes les plus dérangeantes de la science planétaire. C'est comme si un guide des oiseaux d'Amérique du Nord ne mentionnait jamais les moineaux. C'est pourquoi les caractéristiques physiques de K2, 1.8b nous sont totalement étrangères. Son rayon est 6 fois celui de la Terre. Sa masse est environ 6 fois plus grande. Si la Terre était une balle de tennis, K2, 1.8b serait un ballon de basket. Son volume est plus de 17 fois le nôtre. Si vous pouviez vous tenir à sa surface, vous sentiriez une gravité qui appuie sur votre corps avec une force environ 5 fois supérieure à celle que vous ressentez en ce moment. Chaque pas serait comme porter un adulte sur votre dos. Mais, ce qui rend cette planète vraiment bizarre, ce n'est pas sa taille ou sa gravité. Ce qui la rend étrange, c'est l'idée de ce qu'elle pourrait être. Car en 2021, des chercheurs de l'université de Cambridge ont proposé une classe théorique de monde qu'ils ont appelée Hycean. Ce nom est dérivé des mots hydrogène et océan. Ce concept décrivait quelque chose qui n'avait jamais été sérieusement considéré comme un candidat à la vie auparavant. Une grande planète avec une atmosphère épaisse et riche en hydrogène et un océan d'eau liquide global couvrant toute sa surface. Pas de continent, pas de littoraux, pas de plages, pas de plaques tectoniques qui se frottent les unes contre les autres pour pousser des chaînes de montagnes vers le ciel. Juste un océan dans toutes les directions, à chaque horizon, d'un pôle à l'autre. Prenez tout ce que vous savez sur les océans de la Terre et imaginez que la planète entière n'est que cela. L'océan ne s'arrête pas. Il devient juste plus sombre, plus froid et plus lourd à mesure que vous descendez jusqu'à ce que la pression transforme l'eau en phase exotique de haute pression, différente de tout ce que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. C'est le monde que les chercheurs croient que K2, 1.8b pourrait être chaud, humide, sans limite, chimiquement riche et complètement différent de tout ce que l'humanité a jamais pris comme référence. Au-dessus de cet océan hypothétique se trouve une atmosphère dominée par l'hydrogène, l'élément le plus léger de l'univers. La Terre, étant trop peu massive pour retenir ce gaz en permanence, voit l'hydrogène monter au sommet de notre atmosphère et s'échapper dans l'espace. Mais K2, 1.8b est assez grande. Sa gravité maintient l'hydrogène verrouillé, couche après couche. C'est pourquoi l'étoile autour de laquelle la planète orbite est également au centre de l'histoire. G2-18 est une naine rouge. Les naines rouges représentent environ 70% de toutes les
étoile de la Voie lactée, et elle ne ressemble presque en rien à notre Soleil. Sa température de surface est d'environ 3804 degrés Celsius contre les 5500 degrés Celsius du Soleil. Son rayon est de 45% celui du Soleil. Maïs, leur apparence modeste dissimule complètement une tendance violente, car les naines rouges produisent des éruptions stellaires. Ces événements qui libèrent une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires, explosant simultanément, soumettent les planètes en orbite à un bombardement de radiations intenses et incessants. K2 18b n'est qu'à 13 millions de miles de son étoile. À titre de comparaison, la Terre est à 93 millions de miles du Soleil. K2 18b est 7 fois plus proche d'une étoile qui produit régulièrement des éruptions assez puissantes pour arracher les atmosphères et stériliser les surfaces. C'est un paradoxe qui pousse les planétologues à s'arrêter et à recalculer, car K2 18b se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile, comme que -18 est très faible et froide, la bande orbitale où une planète reçoit assez d'énergie pour maintenir de l'eau liquide beaucoup plus proche de l'étoile que dans notre système. La physique est précise et claire. Cette planète reçoit presque exactement le même flux d'énergie totale que la Terre reçoit du Soleil. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fonctionnement parfait des lois de l'univers. Alors qu'avons-nous? Un sous-Neptune, le type de planète le plus courant dans la galaxie, peut être un monde icéan entièrement recouvert d'eau, sans continent. Et tout cela tourne dans la zone habitable d'une violente naine rouge qui essaie périodiquement de tout incinérer. C'est là que Webb a regardé. C'est de là que vient ce signal. À 99,7%, c'est un endroit infernal pour les formes de vie que nous connaissons. Maïs peut être que la vie peut exister sous des formes très différentes de ce que nous connaissons. Peut être que ces conditions sont le point de départ parfait pour une biologie que nous n'avons jamais imaginée. Il est maintenant temps d'examiner non seulement les théories, mais les données réelles trouvées par le télescope. Car les données du télescope n'ont pas seulement montré le diméthylsulfure, elles ont également révélé d'autres produits chimiques qui à la fois renforcent la possibilité de la vie et la réfutent complètement. Et parmi ces preuves contradictoires, la plus surprenante était le signal qui a tout déclenché, car le vrai problème n'est pas la présence de diméthylsulfure. Le vrai problème, c'est sa quantité, inconcevable. Ce n'est pas un mystère, c'est un défi, car ce chiffre anéantit toutes les explications non biologiques que nous connaissons. L'atmosphère terrestre contient du diméthylsulfure. Ce n'est pas un sujet de débat, c'est directement mesuré. Maïs, les concentrations atmosphériques de DMS au-dessus des océans de la Terre sont inférieures à une partie par milliard en volume. Même dans les zones océaniques les plus biologiquement productives de la planète, ce chiffre dépasse à peine une partie par milliard. Mais la moyenne mondiale reste bien en dessous. Maintenant, accrochez-vous bien, car les données de James Webb sur K2, un 8B, ont montré des concentrations dépassant les 10 parties par million. Ce n'est pas une petite différence, ce n'est pas une incohérence qui nécessite un léger ajustement des modèles actuels. C'est une différence de plus de 10 000 fois. Et les implications de ce facteur révèlent le chiffre le plus dérangeant de toute cette histoire. Concrétisons cela. Imaginez un stade de 100 000 personnes. À tout moment, une seule personne dans ce stade porte quelque chose qui représente le niveau de DMS dans l'atmosphère terrestre. Maintenant, multipliez ce stade par 10 000. Remplissez chaque siège de 10 000 stades. Le signal de DMS de K2 18b exigerait que chaque personne dans ces 10 000 stades porte ce signe. Ce n'est pas une différence de degré. C'est une différence si grande qu'elle change la nature de la question posée.
car la durée de vie atmosphérique du DMS est courte. Sur Terre, seulement 1 à 2 jours. Dans l'atmosphère hydrogénée de K2-18b, cette durée pourrait atteindre 10 à 100 jours. Mais même, cela n'est pas suffisant. Le taux de production nécessaire pour maintenir une concentration de 10 parties par million est de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce que tous les processus géologiques connus peuvent produire. En bref, l'océan de K2-18b, s'il produit ce signal, doit fonctionner à un niveau de productivité biologique qui ferait passer les zones océaniques les plus productives de la Terre pour stériles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le spectre de Webb n'a pas seulement montré le DMS. Il y avait autre chose, un invité inattendu. Environ 1% de méthane a été détecté dans l'atmosphère. 1% n'est pas une trace, c'est un composant atmosphérique important. C'est plus de 25 fois la concentration de dioxyde de carbone sur Terre, et la présence de ce méthane porte un coup direct à l'explication non vivante la plus simple, l'idée que la planète est juste une roche chaude, car le nom de cette hypothèse alternative, l'océan de magma. Selon cette théorie, la surface de K2-18b, recouverte non pas d'eau, mais de roches en fusion. L'effet de serre, créé par l'atmosphère d'hydrogène, pourrait porter les températures de surface à plus de 800 degrés Celsius. À ces températures, les roches ne restent pas solides, mais le méthane a un problème avec les hautes températures. Au-dessus d'environ 700 degrés Celsius, les molécules de méthane se décomposent. Aux températures de 800 degrés Celsius, ou plus qu'une surface d'océan de magma produirait, le méthane devrait être constamment détruit. Aucun processus géologique ne pourrait le renouveler à cette vitesse. Il ne devrait pas être là, mais il est là, à 1%, stable et infaillible dans les données spectrales. Cela soutient l'hypothèse du monde océanique, car la production biologique ou les processus thermochimiques compatibles avec l'eau liquide peuvent facilement expliquer le méthane, mais cela rend l'idée d'un océan de magma presque impossible. Et juste au moment où tout semblait pencher en faveur du monde océanique, les données de Webb ont révélé un troisième choc. Cette fois, non pas avec quelque chose qui a été trouvé, mais avec quelque chose qui n'a pas été trouvé. Une molécule qui aurait dû être là était absente, l'ammoniac. L'ammoniac a une formule chimique simple, un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Dans toute atmosphère à dominante, hydrogène avec un inventaire d'azote significatif et suffisamment d'énergie pour déclencher des réactions chimiques, il devrait se former facilement et s'accumuler à des niveaux détectables. Ce n'est pas seulement une attente théorique, c'est un fait vérifié dans notre système solaire. Il y a de l'ammoniac sur Jupiter, il y en a sur Saturne, il y en a sur Uranus et Neptune. Chaque planète géante avec une atmosphère riche en hydrogène montre de fortes caractéristiques d'absorption de l'ammoniac dans son spectre. Mais sur K2-18b, il n'y a pas d'ammoniac détectable. Rien. Plusieurs équipes de recherche ont analysé les données de Webb et n'ont rien trouvé au-dessus du niveau de bruit aux longueurs d'onde où l'ammoniac devrait se trouver. Voilà qui explique parfaitement l'hypothèse de l'océan de magma. Car lorsque l'azote rencontre des roches en fusion sous haute pression, il se dissout dans la matière fondue plutôt que de rester en phase gazeuse. Cela purifie efficacement l'atmosphère de l'azote nécessaire pour former de l'ammoniac. Une planète avec une surface en fusion piégerait naturellement son azote sous terre, laissant une atmosphère chimiquement appauvrie, exactement comme celle de K2-18b semble être. Alors, qu'avons-nous maintenant ? Un seul ensemble de données qui mène à 2 interprétations différentes. L'une voit un monde océanique, vivant, biologiquement actif. L'autre voit un monde de magma, géologiquement violent, biologiquement stérile. Cela ressemble à cette fameuse illusion d'optique des manuels de psychologie, la silhouette qui forme à la fois 2 visages de profil et un vase blanc, dans l'espace négatif entre eux.
Une fois que vous avez vu les deux, vous ne pouvez plus ignorer l'un ou l'autre. Mice, vous ne pouvez pas les tenir tous les deux en même temps. K2, 1,8b est cette illusion, traduite en données spectroscopiques. Deux mondes totalement incompatibles, codés dans les mêmes lignes. Soit les limites de la vie, dans l'univers, ont été étendues d'une manière plus spectaculaire que toutes les découvertes précédentes, soit une planète située dans la zone habitable de son étoile est en fait une fournaise de roches, en fusion où rien ne pourrait survivre un seul instant. Les données, dans leur état actuel, ne peuvent pas faire un choix définitif entre les deux. Mais il y a une exception, car l'hypothèse de l'océan de magma se heurte aussi à son propre mur, et c'est, mais il y a une exception, car l'hypothèse de l'océan de magma se heurte aussi à son propre mur, et cela rebat complètement les cartes. Cette fois, le problème n'est pas un produit chimique trouvé ou non. Le problème, ce sont les instruments de Webb eux-mêmes, car il y a une incertitude dans les données. Une incertitude telle qu'elle pourrait soit saper les fondements de toute l'affirmation de la biosignature, soit la renforcer encore plus. Webb a détecté avec certitude le signal du diméthylsulfure, DMS, sur K2, 1,8b, mice. Le télescope ne peut pas distinguer clairement la signature spectrale de cette molécule de celle d'un de ses proches. Parent chimique, le diméthyldisulfure, DMDS, car les deux molécules sont constituées d'atomes similaires, dans des configurations similaires. Leurs propriétés d'absorption infrarouge se chevauchent de manière significative dans les longueurs d'onde où Webb est le plus sensible. C'est comme regarder deux suspects côte à côte et ne voir qu'une seule silhouette. Pourquoi est-ce important? Car sur Terre, les deux composés sont d'origine biologique, mais ils représentent des processus biologiques différents. Le diméthylsulfure provient principalement de la chimie du phytoplancton, tandis que le diméthyldisulfure provient essentiellement du métabolisme bactérien. Cela signifie des structures d'écosystèmes différentes et des implications différentes sur le type de vie qui pourrait produire le signal. Les données actuelles ne permettent pas de faire la distinction entre les deux. C'est pourquoi le télescope qui représente la limite absolue de la capacité d'observation de l'humanité reste indécis sur cette question particulière. Pour briser cette incertitude, des observations étendues à des longueurs d'onde plus longues, notamment dans la gamme de 6 à 7 microns, sont nécessaires, car c'est là que le diméthyldisulfure a des caractéristiques d'absorption distinctives que le diméthylsulfure n'a pas. Mice. Cela signifie plus de temps d'observation confirmée, plus d'attente. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là, car en octobre 2024, un article non officiel a rendu le tableau encore plus complexe d'une manière que personne n'attendait vraiment. Des chercheurs ont réanalysé des données d'archives de la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne. Rosetta avait étudié la comète 67P, Churyumov-Gerasimenko, entre 2014 et 2016, et dans ces données, il a été rapporté que du diméthylsulfure a été détecté parmi les molécules organiques s'échappant de la surface de la comète alors qu'elle se réchauffait en s'approchant du Soleil. Cette détection a été faite par le spectromètre de masse de Rosetta, et les données étaient restées dans les archives pendant des années avant que les outils d'analyse ne deviennent assez sensibles pour extraire le signal. Les conséquences de cela ont été immédiates et à double tranchant. D'une part, la détection de DMS sur une comète A confirmait quelque chose qui était théoriquement suspecté, mais jamais directement observé. Le DMS peut se former par chimie abiotique dans les glaces organiques froides et irradiées du matériau cométaire avant même qu'une planète n'abrite la vie. La molécule n'est pas uniquement biologique à l'origine. L'univers peut l'assembler à partir de précurseurs plus simples, sans mécanisme cellulaire, dans les bonnes conditions. Mais d'un autre côté, les quantités détectées sur la comète 67P
négligeable par rapport aux concentrations atmosphériques sur K2, 1,8b, et la manière dont une comète pourrait transporter cette molécule vers une planète pour créer une présence atmosphérique durable se heurte à des problèmes physiques fondamentaux, car le DMS n'est pas une molécule résistante. Il ne peut pas survivre indemne à une collision se produisant à des dizaines de kilomètres par seconde. L'énergie libérée par l'impact d'une comète dans l'atmosphère d'une planète à cette vitesse est suffisante pour décomposer la plupart des molécules organiques complexes en leurs composants atomiques. Et même si la livraison était assez douce pour préserver une partie du DMS, maintenir des concentrations atmosphériques supérieures à 10 parties par 1 million nécessiterait un taux de bombardement cométaire continu si extrême que ces autres effets, la livraison d'eau, de monoxyde de carbone et de dizaines d'autres volatiles cométaires seraient clairement visibles dans le spectre de Webb, mais ils ne le sont pas. Par conséquent, la découverte cométaire ne réfute pas l'affirmation de la biosignature de K2, 1,8b. Au contraire, elle affine la philosophie de l'information qui l'entoure. Le DMS peut exister sans la vie. C'est juste qu'à ces concentrations, dans cet environnement chimique, et en l'absence de ces marqueurs cométaires spécifiques, il ne peut pas exister sans une explication qui va bien au-delà de toute voie abiotique actuellement prouvée. Alors maintenant, nous sommes confrontés à toutes ces découvertes, choquantes, contradictoires et insensées. 10 000 fois trop de DMS, du méthane qui ne devrait pas être là, de l'ammoniac qui devrait être là, mais qui ne l'est pas, un seul signal, qui pourrait être 2 molécules différentes, et même un indice venu des comètes. Chaque pièce rend le puzzle à la fois plus clair et plus complexe. C'est un ouragan de découvertes. Maïs, au centre de cet ouragan se trouve une question simple. Comment toutes ces pièces s'assemblent-elles pour former une machine? Comment ce système fonctionne-t-il? Comment cette incroyable sensibilité de Webb est-elle possible? Et comment les scientifiques espèrent-ils distinguer la vérité parmi ces signaux contradictoires? Il est temps de comprendre non seulement ce que nous avons trouvé, mais comment nous l'avons trouvé, car la réponse se cache dans les secrets techniques les plus profonds du télescope, lui-même dans les détecteurs fonctionnant à des températures proches du zéro absolu et dans les modèles incroyablement complexes développés pour interpréter ces données, car le prochain chapitre de cette histoire ne s'écrit pas sur des planètes, mais aux frontières de l'ingénierie et de la physique, et ces frontières sont tracées aux confins de la physique et de l'ingénierie. Alors, comment cette incroyable sensibilité de Webb est-elle possible? Comment fonctionnent exactement les mécanismes? Derrière ces signaux contradictoires, il est temps de ralentir le rythme des découvertes choquantes et de regarder sous le capot de cette machine révolutionnaire. Car pour comprendre la vérité, il faut comprendre non seulement ce que nous avons trouvé, mais comment nous l'avons trouvé. Tout commence par la position de Webb dans l'espace, car le télescope spatial James Webb n'orbite pas autour de la Terre comme Hubble. Hubble tourne autour de la planète à 540 km d'altitude toutes les 97 minutes. Webb, lui, est beaucoup plus loin. Il est stationné en un point appelé point de Lagrange 2 ou L2. C'est un point d'équilibre gravitationnel situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans une direction directement opposée au Soleil. Cette distance est environ 4 fois la distance de la Lune. Le télescope a été délibérément placé là, car l'astronomie infrarouge a un seul ennemi fondamental, la chaleur. Tout objet chaud émet un rayonnement infrarouge. Si les propres miroirs du télescope émettaient une chaleur proche de la température ambiante, ils inonderaient leurs propres détecteurs de bruit. Cela étoufferait complètement les faibles murmures infrarouges venant de planètes à 124 années-lumière. Pour éviter cela, le miroir principal de Webb de 6-5 mètres, composé de
18 segments hexagonaux en beryllium plaqué or doit être maintenu à environ négatif 233 degrés Celsius. C'est seulement 40 degrés Celsius au-dessus du zéro absolu, la température minimale théorique de « et l'univers ». À cette température, le miroir n'émet presque aucun rayonnement infrarouge. C'est pourquoi la position de Webb en L2 lui permet de positionner simultanément son pare-soleil à 5 couches, de la taille d'un court de tennis entre lui et le rayonnement combiné, du Soleil, de la Terre et de la Lune. C'est quelque chose que Hubble n'aurait jamais pu accomplir. Car être en orbite proche de la Terre signifie être constamment exposé à la propre chaleur de la planète et à la lumière du Soleil qu'elle réfléchit. Webb, lui, travaille loin de ces sources de chaleur constante en regardant dans le froid profond de l'univers. Mais ce froid n'est qu'un début. Car la vraie magie réside dans la manière dont il analyse la lumière elle-même. Webb accomplit cette tâche à l'aide de 2 instruments principaux, le spectrographe proche, infrarouge, NIRSPEC, et l'instrument moyen infrarouge, MIRI. Ensemble, ces 2 instruments couvrent une zone du spectre électromagnétique à laquelle les télescopes précédents n'avaient qu'un accès partiel. NIRSPEC examine les longueurs d'onde entre 0, 6 et 5, 3 microns, tandis que MIRI étend cette plage jusqu'à 28 microns. Pourquoi est-ce si important ? Car chaque molécule laisse ses propres empreintes digitales dans différentes régions du spectre infrarouge. On peut comparer cela à l'écoute de la radio. Si vous ne pouvez écouter qu'une seule fréquence, vous entendrez la station qui émet sur cette fréquence, mais vous manquerez les autres. Hubble pouvait écouter une gamme de fréquences plus étroite. C'est pourquoi il avait capté des indices de certains signaux évidents dans l'atmosphère de K2, 1,8b, comme le méthane et le dioxyde de carbone. Mais ces indices étaient comme essayer d'entendre un murmure à travers un mur de béton. Webb, lui, est comme un récepteur capable de balayer toute la bande de la radio. La puissance combinée de NIRSPEC et de MIRI lui permet de voir simultanément les signatures d'une gamme beaucoup plus large de molécules dans l'atmosphère. Les propriétés d'absorption du diméthylsulfure et de son possible parent chimique, le diméthyldisulfure, sont particulièrement prononcées dans les longueurs d'onde entre 4 et 5, 2 microns. C'est exactement l'une des zones où NIRSPEC est le plus sensible. Hubble ne pouvait pas voir cette région avec cette sensibilité. C'est pourquoi le signal de DMS n'avait jamais été détecté auparavant. Webb a été le premier instrument capable d'écouter la bonne fréquence. Cependant, écouter la bonne fréquence ne suffit pas. Il faut aussi écouter dans un environnement incroyablement silencieux. C'est là que la sensibilité de Webb entre en jeu. Webb peut détecter une seule molécule cible cachée parmi 1 million d'autres molécules. C'est ce qu'on appelle une sensibilité d'une partie par million ppm. Pensez à notre analogie de la piscine. Ajoutez une goutte de colorant bleu dans une piscine olympique et la détecter. C'est le niveau de précision que Webb apporte à l'étude des atmosphères d'exoplanètes à 124 années-lumière de distance. Aucun instrument construit avant lui ne pouvait le faire. Aucun télescope au sol ne pouvait le faire. L'atmosphère de la Terre est remplie de ses propres molécules qui brouillent et absorbent ces signaux faibles. Observer depuis le sol, c'est comme essayer de lire une inscription lointaine avec des jumelles partant de brouillard. L'image sera toujours un peu floue. Webb, lui, travaille dans le vide de l'espace, sans cette interférence atmosphérique. C'est pourquoi, lorsque la lumière de K2, 1,8b atteint la Terre, Webb peut la capturer sans aucune distorsion. L'équipe de Cambridge s'attendait à améliorer ce que Hubble avait déjà suggéré. Mais les données de Webb leur ont montré quelque chose de bien au-delà. Le spectre a révélé des caractéristiques d'absorption qui correspondaient à la signature du diméthylsulfure. Ce n'était pas seulement le résultat de regarder avec un meilleur instrument, mais de voir avec un organe sensoriel entièrement nouveau.
Malgré toute cette prouesse technique, il est également important de comprendre pourquoi les scientifiques sont si prudents, car un niveau de confiance de 3 sigma de 99,7%, bien que cela puisse sembler écrasant, n'est pas considéré comme une découverte. Dans des domaines comme la physique des particules et l'astrobiologie, c'est classé comme une preuve. L'étalon or pour une découverte est de 5 sigma. Cela signifie que la probabilité que le signal soit une coïncidence statistique est inférieure à 1 sur 3, 5 millions. Si l'on transpose cela à notre analogie du pile ou face, c'est l'équivalent de lancer une pièce non truquée 22 fois de suite et d'obtenir pile A chaque fois. L'équipe de Cambridge estime avoir besoin de 16 à 24 heures d'observation supplémentaires pour atteindre 5 sigma. Cela signifie 2 ou 3 fenêtres de transit complètes de plus. MICE Webb est le télescope le plus demandé de l'histoire de l'astronomie. Le temps d'observation total demandé chaque année dépasse les heures disponibles du télescope d'environ 4/1. C'est pourquoi la demande de temps d'observation supplémentaire pour K2, un 8B est entrée dans une file d'attente avec des milliers d'autres demandes. Ainsi, la réponse à la question la plus importante de l'univers pourrait être retardée non pas par la physique, mais par la bureaucratie. C'est une démonstration ironique de la rigueur de la science et de la collision entre les institutions humaines et le rythme des découvertes cosmiques. Mais Webb a d'autres outils dans son arsenal pour lutter contre ces incertitudes, car le télescope ne se contente pas de lire la composition de l'atmosphère, il donne également des indices sur sa structure. Et ces indices ont le pouvoir de changer l'équilibre délicat entre les deux hypothèses opposées, car le télescope ne se contente pas de lire la composition de l'atmosphère. Webb recherche des preuves potentielles d'un mécanisme d'hypothèse Gaïa au-delà d'une simple biosignature. Cette idée a été proposée en 1972 par le chimiste James Lovelock et a été accueillie avec un grand scepticisme par la communauté scientifique de l'époque. Lovelock a suggéré que la biosphère de la Terre n'était pas un passager passif sur une planète façonnée uniquement par la géologie et la physique. Au contraire, il a soutenu qu'elle était un participant actif régulant les conditions qui rendent la vie possible. Le diméthylsulfure était au centre de cet argument, car il a réalisé que le DMS, produit en grande quantité par le phytoplancton dans les mers, n'était pas seulement un sous-produit de l'activité biologique. C'était un levier chimique que l'écosystème microbien de l'océan peut être involontairement pour influencer le climat de la planète. Le mécanisme est le suivant. Plus de DMS dans l'atmosphère signifie plus de particules d'aérosols de sulfate. Ces particules servent de surface microscopique sur lesquelles la vapeur d'eau peut se condenser et former des gouttelettes de nuages. Plus de particules d'aérosols signifie plus de nuages, et plus de nuages signifie que plus de lumière solaire est réfléchie dans l'espace avant de réchauffer la surface de l'océan. C'est une boucle de rétroaction négative, un mécanisme d'autorégulation que la biologie a construit à son insu à partir de la matière première de ses propres déchets métaboliques. Le lien de ce mécanisme avec K2, 1, 8B est très clair. Si un mécanisme similaire est à l'œuvre sur ce monde océanique lointain, si l'activité biologique qui produit le signal DMS influence en même temps la formation de nuages dans l'atmosphère d'hydrogène et régule ainsi les températures de surface, alors les organismes sur K2, 1, 8B n'existent pas seulement dans un environnement habitable, ils pourraient être en train d'en construire activement un. Dans ce cas, le signal DMS ne serait pas seulement la preuve de la vie, ce serait la preuve que la vie fait de l'ingénierie à l'échelle planétaire, exactement comme le modèle décrit par Lovelock il y a 50 ans. Webb peut mesurer non seulement la présence de DMS, mais aussi la quantité de vapeur d'eau et d'autres molécules précurseurs de nuages dans l'atmosphère.
s'il trouve une corrélation entre les concentrations de DMS et les niveaux de nébulosité, cela pourrait jouer le rôle d'arbitre entre les deux, hypothèse opposée de l'océan vivant et de l'océan de magma mort, car un océan de magma ne peut pas imiter une boucle de rétroaction biologique aussi complexe. C'est passer de l'observation d'une simple signature chimique à l'observation du fonctionnement de tout un système planétaire. Mais l'arsenal de Webb ne se limite pas à cela. Un autre défi majeur est la leçon tirée de l'histoire de la phosphine. Lorsqu'en 2020, la détection de phosphine a été signalée dans la couche nuageuse de Vénus, une partie du monde scientifique a considéré cela comme une détection presque certaine d'activité biologique, car il n'existe aucune voie production abiotique connue pour la phosphine qui puisse expliquer les concentrations rapportées dans l'atmosphère de Vénus. Mais, en quelques mois, une réanalyse indépendante des mêmes données a révélé des erreurs de calibration dans le processus de traitement original. Ce qui semblait être un signal fort de phosphine s'est transformé en une caractéristique beaucoup plus faible qui chevauchait l'absorption de dioxyde de soufre dont Vénus est abondante. La prétendue détection n'a pas résisté au contact avec la vérification indépendante. bien, la détection de DMS sur K2, un 8BA, jusqu'à présent survécu à ce même contact, car deux instruments distincts sur Webb, NIRSPEC et MIRI, ont capturé indépendamment les mêmes caractéristiques spectrales. Deux équipes d'analyse distinctes, travaillant à partir des mêmes données, brutes sans connaître les résultats intermédiaires de l'autre, sont parvenues à des conclusions cohérentes. Le signal n'a pas disparu, ne s'est pas effondré, ni n'a montré d'erreur de calibration lorsqu'il a été examiné sous différents angles analytiques. Ce n'est pas une confirmation à 5 sigma. Mais c'est une structure de validation que l'annonce de la phosphine n'a jamais eue, et cette distinction est importante pour calibrer à quel point le résultat mérite d'être pris au sérieux. Les scientifiques se fient à ce type de vérification croisée pour s'assurer qu'une erreur systématique dans un instrument n'affectera pas l'autre. C'est comme avoir les témoignages cohérents de plusieurs témoins sur les lieux par opposition au témoignage d'un seul témoin. L'histoire peut être encore incomplète, mais sa base est beaucoup plus solide. Et enfin, l'outil technique le plus puissant réside peut-être dans l'avenir. La science progresse non pas par une seule découverte, mais par l'accumulation de preuves. K2-18b pourrait être la première étape d'une révolution, car nous savons maintenant où regarder. Pendant des décennies, les astronomes ont cherché des planètes semblables à la Terre. Cela signifiait se concentrer sur un monde avec une surface rocheuse, une atmosphère mince et orbitant autour d'une étoile de type solaire. Mais K2, un 8b, a brisé ce paradigme. Nous savons maintenant que les sous-Neptune, le type de planète le plus courant dans la tarée galaxie, pourraient être les endroits les plus probables pour la vie. Webb observe actuellement ou prévoit d'observer d'autres mondes. Candidats Aishan comme toi 270D et LP 8909C, passer de l'observation d'un seul point à la recherche d'un motif. Si au cours des 5 à 8 prochaines années, Webb examine une douzaine de candidats Haitian et que, disons, 3 ou 5 d'entre eux montrent des signaux DMS à différents niveaux de confiance, alors la question ne sera plus d'attendre un 5 sigma d'une seule planète. La réponse sera donnée par le poids statistique des preuves convergentes provenant de plusieurs mondes indépendants. Un motif n'est pas une coïncidence. Un motif est une donnée. Et des outils encore plus puissants sont en route pour valider ces données. Le télescope extrêmement grand, ELT, en construction dans le désert d'Atacama au Chili, recevra sa première lumière vers 2028. Son miroir principal de 39 mètres aura une résolution spectrographique capable d'éliminer l'incertitude entre le
DMS, et le diméthyldisulfure que Webb ne peut pas résoudre. Il pourra même mesurer les rapports isotopiques dans les composés atmosphériques, car sur Terre, la vie préfère les isotopes plus légers. Si l'atmosphère de K2-1-8b montre une telle division isotopique cohérente avec une sélectivité métabolique, ce ne sera plus une biosignature, mais un processus biologique en action. Alors qu'avons-nous? Des mécanismes fonctionnant dans les profondeurs les plus froides et les plus sensibles d'un télescope. Un processus de validation renforcé par les leçons tirées des erreurs passées et une feuille de route qui promet une image encore plus claire à l'avenir. La science est un jeu de patience, mais maintenant, le terrain de jeu a complètement changé. Nous avons compris non seulement ce que nous trouvons, mais aussi comment nous cherchons. Et, armés de cet arsenal technique, nous sommes prêts à gravir le sommet de la plus grande question de tous les temps. Car les dilemmes et les possibilités que cette planète offre ne sont qu'un début. Le véritable point culminant se trouve là où ces deux mondes opposés, un paradis vivant et un enfer ardent, entrent en collision frontale. Et le résultat de cette collision ne ressemble à rien de ce que l'on a vu dans l'histoire de la science. Nous arrivons maintenant au véritable point culminant, car cette histoire ne concerne pas seulement une seule planète. Cette histoire concerne une série de découvertes choquantes qui brisent nos hypothèses les plus fondamentales sur l'univers lui-même. Le rythme s'accélère. Soyez prêts, car le télescope Webb n'a pas seulement regardé K2-1-8b. Il a regardé jusqu'au commencement des... Et ce qu'il a vu là, a tout changé. Ce n'est pas seulement une découverte, c'est une révolution. Premier choc. Son nom, JADESGSZ 130. Elle ne devait pas être là, mais elle était là. Une des galaxies les plus lointaines que Webb ait jamais vues. Sa lumière a voyagé pendant 13,4 milliards d'années pour nous parvenir. Qu'est-ce que cela signifie? Nous regardions son état lorsque l'univers n'avait que 330 millions d'années. 330 millions d'années. Sur le calendrier cosmique, c'est un clin d'œil. Si vous condensiez les 8 milliards d'années d'histoire de l'univers en une seule année, vous regarderiez cette galaxie dans la première semaine de janvier. Mais cette galaxie n'était pas un minuscule bébé. Elle était étonnamment brillante, étonnamment formée et étonnamment grande. Les modèles cosmologiques actuels prédisaient qu'à cette époque précoce, les galaxies devaient être petites, irrégulières et faibles. Elles devaient être de petites graines qui, avec le temps, fusionneraient pour former des structures massives, comme la Voie lactée. Mais JADESGSZ 130 ne correspondait pas à ce modèle. Elle était 10 fois plus brillante que prévu. Comment était-ce possible? Comment avait-elle formé autant d'étoiles en si peu de temps? C'était comme si un bébé courait un marathon quelques jours seulement après sa naissance. Les lois de la physique n'auraient pas dû le permettre. Mais les données étaient là, inébranlables. C'est pourquoi le monde scientifique a été secoué. Des articles ont été écrits, des théories ont été remises en question. Nos modèles de formation des galaxies étaient-ils faux? Ou y avait-il une physique complètement différente à l'œuvre dans les premiers jours de l'univers que nous ne comprenions pas encore? Cette seule galaxie a fait trembler l'un des piliers les plus fondamentaux de la cosmologie, et ce n'était que le début. Deuxième choc, encore plus grand, encore plus possible. Webb a trouvé des trous noirs démesurément massifs alors que l'univers n'avait que 500 à 700 millions d'années. L'un d'eux, un record, avait une masse de 10 millions de fois celle du Soleil. 10 millions. Pensez à ce chiffre un instant. C'est plus de 2 fois la masse de Sagittarius A, le trou noir supermassif au centre de notre propre galaxie. Mais Sagittarius a eu des milliards d'années pour se former. Ce nouveau monstre n'avait eu que quelques centaines de millions d'années.
Cela semblait physiquement impossible, car selon le modèle standard, les trous noirs supermassifs se développent en fusionnant au fil du temps avec des trous noirs plus petits, formés par l'effondrement d'étoiles. C'est un processus lent. Il prend des milliards d'années. Pour atteindre 10 millions de masses solaires en si peu de temps, un trou noir aurait dû s'alimenter plus vite que la vitesse maximale. Théoriquement possible, la limite d'Eddington. C'est comme si un humain consommait chaque jour des milliers de fois son propre poids en nourriture. La physique y met une limite. Mais ces trous noirs n'écoutaient pas cette limite. C'est pourquoi les scientifiques étaient sous le choc. Comment est-ce possible ? Ont-ils demandé. Peut être que les trous noirs supermassifs se formaient par un mécanisme complètement différent appelé effondrement direct. Selon cette théorie, des nuages de gaz massif pourraient s'effondrer directement en trous noirs géants. Mais cette théorie n'était pas prouvée non plus. Cette découverte de Webb avait le potentiel de bouleverser fondamentalement toute notre compréhension de la naissance et de la croissance des trous noirs. Les et plus grands monstres de l'univers étaient nés beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite que nous le pensions. Troisième choc. Le rythme s'accélère encore. Cette fois, la question n'était pas sa taille, mais sa régularité. Webb a trouvé un nombre étonnamment élevé de galaxies spirales barrées dans l'univers, primitif, tout comme notre Voie lactée. Une galaxie spirale barrée est une galaxie mature et ordonnée avec une structure de barres distincte, composée d'étoiles en son centre. On pensait que la formation de ces barres nécessitait des milliards d'années de stabilité gravitationnelle et d'évolution. Dans le premier milliard d'années de l'univers, les galaxies devaient être chaotiques, en fusion et irrégulières. Il ne devait pas y avoir de barres, mais elles étaient là. Lorsque Webb a regardé l'univers à l'âge de 2 milliards d'années, il a vu que plus de 20% des galaxies étaient barrées. Les observations précédentes de Hubble estimaient ce taux à seulement 10%, environ. Les yeux infrarouges de Webb, capables de voir à travers les nuages de poussière que Hubble ne pouvait pas voir, ont révélé ces structures matures. Qu'est-ce que cela signifiait ? Les galaxies mûrissaient-elles beaucoup plus vite que nous le pensions ? La structure de l'univers s'était-elle mise en place beaucoup plus tôt que nous le croyions ? C'était comme voir des gratte-ciel, des autoroutes et des quartiers établis entièrement formés quelques années seulement après avoir posé les fondations d'une ville. Les simulations ne l'avaient pas prédit. Les théories ne l'expliquaient pas. Les scientifiques pourraient devoir réécrire leur modèle d'évolution des galaxies, car l'univers ne s'était pas calmé après une jeunesse chaotique. Il semblait presque mature dès la naissance. Quatrième choc, le plus mystérieux. Webb a analysé l'atmosphère d'une des étoiles les plus anciennes et les plus lointaines connues, et Arandel. Mais ce qu'il a trouvé dans son atmosphère était une énigme complète. Et Arandel est une étoile massive qui existait lorsque l'univers avait moins de 1 milliard d'années. Mais le spectre de Webb a indiqué une température de surface beaucoup plus froide, prévue, et une composition chimique très différente de notre Soleil. Plus étrange encore, il a trouvé des preuves d'une étoile compagne à côté, Arandel, encore plus rouge et plus froide qu'elle. Selon les théories, les premières étoiles de l'univers, appelées étoiles de population 3, devaient être des monstres massifs, incroyablement chauds et à courte durée de vie, composés presque entièrement d'hydrogène et d'hélium. Leur durée de vie n'était que de quelques millions d'années. Mais Arandel et son mystérieux compagnon ne correspondaient pas à ce modèle. Ils ressemblaient à des étoiles de générations ultérieures. Mais comment pouvaient-ils exister si tôt ? C'était comme trouver un iPhone à l'époque de l'Empire romain. C'était temporellement impossible. Cette découverte défie nos théories les plus fondamentales sur la nature des premières étoiles. Peut être que les premières étoiles n'étaient pas d'un seul type. Peut être qu'il y avait différentes voies de formation que nous ne connaissons pas.
Earendel n'est pas seulement une étoile lointaine, c'est une anomalie qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le début de l'évolution stellaire, un fantôme, et cela nous amène à la plus grande question. Que signifient toutes ces découvertes impossibles lorsqu'elles sont, et rassemblées, des galaxies géantes formées précocement, des trous noirs, inattendument grands, des structures étonnamment régulières et des étoiles qui ne correspondent pas à leur époque. Ce ne sont pas des anomalies isolées. C'est un motif qui montre que l'univers s'est organisé de manière beaucoup plus rapide, plus efficace et plus complexe que nos modèles actuels ne le prédisent. Webb ne trouve pas seulement de nouvelles réponses. Il crée des questions entièrement nouvelles. Il ne se contente pas de réécrire les livres de cosmologie. Il déchire ces livres et nous donne une page blanche. Ces découvertes nous poussent à une profonde interrogation philosophique sur l'univers lui-même. Si la structure de l'univers s'est mise en place si rapidement, les conditions nécessaires à l'émergence de la vie auraient-elles pu se former beaucoup plus tôt que nous le pensions? Peut-être ne sommes-nous pas des retardataires sur la scène cosmique? Peut-être ne sommes-nous que la dernière d'innombrables expériences de vie qui ont existé des milliards d'années avant nous? Ce que Webb nous montre n'est pas seulement une image de galaxies lointaines, c'est l'image d'une possibilité bouleversante sur les origines de notre propre existence. Alors, au milieu de toute cette révolution cosmique, où se situe l'histoire de cette petite planète Keido 18b à 124 années-lumière, car ce qui est vraiment incroyable, c'est la manière dont toutes ces découvertes massives se rejoignent avec ce faible signal venu de ce petit monde, et ce point de rencontre. Et ce point de rencontre crée le moment le plus bouleversant, le plus épique et le plus personnel de toute cette histoire. Car Webb n'a pas seulement cherché les grandes structures de l'univers, mais aussi les briques fondamentales de la vie. Et ce qu'il a trouvé a secoué non seulement l'astronomie, mais aussi la biologie et la chimie à la base. Cela explique pourquoi le signal de K2, 18b, n'est pas seulement une anomalie, mais pourrait être une note dans une plus grande symphonie cosmique. Maintenant, nous accélérons encore. 5e choc, le berceau de la chimie organique. Webb a détecté des molécules organiques complexes dans le disque autour d'une proto-étoile. C'est, à dire, un jeune nuage de gaz et de poussière qui n'est pas encore devenu une étoile, à un stade plus précoce que jamais auparavant. Acétone, éthanol, acide formique. Ce ne sont pas de simples chaînes de carbone. Ce sont les précurseurs des molécules qui forment la base de la chimie de la vie sur Terre. Ces molécules se formaient sur les grains de poussière glacée autour de la proto-étoile Iras-2A à des températures glaciales de négatif 263 degrés Celsius, seulement 10 degrés Celsius, au-dessus du zéro absolu. C'est plus froid que l'intérieur d'un congélateur. C'est même plus froid que la surface de Pluton, que des réactions chimiques complexes se produisent à des températures aussi basses étaient auparavant considérées comme impossible. Mais Webb a montré que ces usines de glace interstellaire fonctionnaient à pleine capacité. Qu'est-ce que cela signifie? Les briques de la vie naissent en même temps que les étoiles elles-mêmes, bien avant que les planètes ne se forment. Elles ne sont pas une sauce ajoutée plus tard aux planètes. Elles font partie du matériau de base. Cette découverte remodèle l'une des plus grandes questions sur l'origine de la vie. Les produits chimiques nécessaires à la vie se sont-ils formés sur Terre ou sont-ils venus de l'espace? Cette découverte de Webb offre la preuve la plus solide à ce jour pour l'hypothèse de la panspermie, l'idée que les graines de la vie se sont propagées dans l'univers par le biais de comètes et d'astéroïdes. C'est pourquoi l'idée qu'une planète, comme K2, 18b, puisse avoir un océan rempli de chimie de la vie n'est plus si fantastique. Ce n'est pas une possibilité, cela ressemble presque à une conséquence inévitable. 6e choc, de l'eau. Partout de l'eau. Webb a détecté, pour la
première fois de manière définitive de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, d'une exoplanète. Maïs, ce n'était pas n'importe quelle planète. C'était une géante gazeuse bouillante de la taille de Jupiter appelée WASP 96b. Sa température de surface dépasse les 1000 degrés Celsius et elle est si proche de son étoile qu'elle complète une année en seulement 5 jours terrestres. On ne s'attendait pas à ce que la vie existe dans ce monde infernal. Mais la présence d'eau était une révolution en soi, car c'était la première grande victoire qui prouvait la capacité de Webb à analyser avec une précision incroyable les atmosphères de types de planètes très différents. C'était la première véritable démonstration de la puissance du télescope. Hubble avait regardé de telles planètes pendant des années, mais n'avait généralement obtenu que des signaux vagues ou faibles. Webb, lui, en quelques heures d'observation seulement, a confirmé la présence d'eau, sans laisser de place au doute. Ses pics et ses creux distincts dans le spectre étaient l'empreinte digitale des molécules d'eau. C'était comme choisir clairement le son d'un seul instrument dans un morceau de musique, au milieu du bruit de tout un orchestre. Cette découverte a provoqué une vague d'enthousiasme dans le monde scientifique, car si Webb pouvait le faire sur une cible facile comme WASP 96b, que pourrait-il trouver sur des mondes beaucoup plus intéressants, beaucoup plus potentiellement habitables comme K2, un 8b, cela a ouvert une porte de possibilités. La question n'était plus « pouvons-nous trouver de l'eau dans les atmosphères d'exoplanètes ?» La question était devenue « combien d'eau trouverons-nous et que trouverons-nous d'autres à côté de l'eau ?» 7e choc, des mondes en collision. Webb a observé le disque de débris autour d'une jeune étoile nommée Fomalhaut. Et là, il a vu quelque chose de jamais vu auparavant. Il n'y avait pas une, mais 3 ceintures de débris distinctes autour de l'étoile, tout comme la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper dans notre système solaire. Maïs, ce système était beaucoup plus jeune, seulement 440 millions d'années. Et à l'intérieur de ces ceintures, Webb a détecté un nuage de poussière massif. Ce nuage a été interprété comme le résultat de la collision de 2 grandes planètes glacées de la taille. De Pluton il y a seulement 200 000 ans, c'est dire hier l'échelle astronomique. C'était la première fois dans l'histoire que la preuve directe d'une collision à l'échelle planétaire était imagée dans un autre système stellaire. Nous étions arrivés sur une scène de crime alors que l'arme du crime fumait encore. Pourquoi est-ce si important ? Car nous savons que les systèmes planétaires, en particulier ceux complexes comme le nôtre, sont façonnés par de telles collisions, violentes et chaotiques, comme la théorie de l'impact géant qui a créé notre Lune. Cette observation de Webb a montré cette théorie en action, pour la première fois dans un autre système stellaire. Cela a prouvé que les planètes ne se forment pas de manière calme et ordonnée. Elles naissent dans la violence, le chaos et la destruction. Cela montre aussi comment de telles collisions transportent l'eau et les molécules organiques nécessaires à la vie vers les planètes. Ce nuage de poussière est massif dans le système Fomalhaut, contient des trillions de tonnes de glace d'eau et de matière organique. Et ce matériau pleut maintenant vers les parties intérieures du système. Ensemence peut être les planètes rocheuses qui s'y formeront à l'avenir. Ce n'était pas seulement regarder comment une planète naît, c'était regarder comment un monde est rendu vivant. Et maintenant, toutes ces pièces s'assemblent. Des galaxies impossibles venant du commencement des temps. Des trous noirs géants inattendus. Des structures qui mûrissent rapidement. Des molécules organiques nées dans le berceau des étoiles. De l'eau omniprésente et des collisions violentes qui façonnent les planètes. Ce que Webb nous montre, c'est que l'univers n'est pas seulement un endroit propice à la vie. L'univers est une machine gigantesque, complexe et parfois violente, conçue pour créer la vie. Chaque découverte transforme la possibilité de l'émergence de la vie d'une coïncidence à une conclusion presque inévitable
Et c'est à ce moment que cette petite planète K2-18b à 124 années-lumière cesse d'être une anomalie isolée. Elle devient le chapitre le plus récent et le plus excitant de cette immense narration cosmique. Le signal DMS n'est plus une bizarrerie chimique isolée, c'est une preuve potentielle du processus de création de vie de l'univers en action. Au milieu de tout ce bruit cosmique, de ces découvertes choquantes, de ces données qui brisent les paradigmes, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Il est temps de descendre de ce grand 8 un instant et de regarder le paysage, car toutes ces découvertes, ces télescopes et ces spectres pointent finalement vers une seule question. Et alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que ferons-nous de cette nouvelle connaissance sur notre place dans et l'univers? Comment cette découverte changera-t-elle non seulement les livres de science, mais aussi qui nous sommes en tant qu'humains? Car la véritable aventure commence maintenant. Et cette aventure est ce point de rencontre, au milieu de tout ce bruit cosmique et de ces découvertes épiques, nous invite au silence et à la réflexion. Il est maintenant temps de descendre du grand 8, de reprendre notre souffle et de regarder le paysage. Il ne s'agit plus seulement de télescopes, de spectres et de chiffres. Il s'agit de nous. Il s'agit de qui nous sommes en tant qu'espèce de 300 000 ans au sein d'un univers de 8 milliards d'années. Nous sommes maintenant arrivés à la plus difficile de toutes les découvertes, la confrontation avec nous-mêmes. Et nous sommes maintenant face à la question la plus importante. Avec toute cette information, avec cette nouvelle et vertigineuse image de l'univers, quelle est exactement notre place? Car la première chose à laquelle nous sommes confrontés est un paradoxe de dimension. D'un côté, il y a le télescope spatial James Webb, l'œil le plus puissant que l'humanité ait jamais construit. Une merveille de technologie capable de regarder 4 milliards d'années dans le passé depuis 5 millions de kilomètres, capable de compter les particules par million dans l'atmosphère d'une planète à 124 années-lumière. De l'autre côté, il y a toi, un être à base de carbone d'environ 7 mètres, debout sur la surface de cette planète. La lumière captée par Webb a commencé son voyage des siècles, avant ta naissance, et continuera son périple bien après ta mort. Comment un être si petit et si fragile peut-il appréhender un univers d'une taille aussi inconcevable? C'est la contradiction la plus fondamentale et la plus belle de notre existence. Ce paradoxe a une vérité tragique. Ce sont nos limites physiques. Nous n'irons jamais sur ces planètes. Atteindre K2, un 8B à la vitesse de la sonde New Horizons, le véhicule, et spatial le plus rapide de l'humanité, prendrait environ 5 millions d'années. C'est une pièce de musée intouchable pour nous. Nous pouvons toucher sa lumière, lire son histoire, mais nous ne pourrons jamais fouler son sol ou son océan. C'est comme regarder à travers une vitre un sentiment profond de tristesse et de séparation, la mélancolie de savoir que nous ne pouvons pas tendre la main et toucher. Mais vient ensuite ce mot magique, mais, oui, nous ne pourrons jamais y aller, mais nous pouvons le comprendre, nous ne pouvons pas y voyager, mais sa connaissance peut voyager jusqu'à nous. Ces photons qui ont voyagé pendant 124 ans dans le vide de l'espace, juste pour nous, pour atteindre nos télescopes, établissent une connexion au-delà du contact physique. Comprendre est une forme de toucher. Savoir est une forme d'être là. Nous sommes la partie de l'univers qui peut aller mentalement, là où elle ne peut pas aller. Physiquement, toi aussi. Tu peux être piégé sur cette petite planète. Bleue, mais ce soir, en regardant le ciel, ton esprit peut voyager au-delà d'Andromède à 5 millions d'années-lumière, 4 milliards d'années en arrière, vers ces premières galaxies que Webb a vues. Ton existence prouve que l'univers n'est pas seulement fait de matière, mais aussi de sens, car tu es celui qui témoigne de ce sens. Et cela nous amène à un deuxième paradoxe plus profond, le paradoxe du temps.
l'univers a 8 milliards d'années. Il est presque impossible de visualiser ce chiffre. Mais pensons-y de cette façon, si toute l'histoire de l'univers était compressée en une seule année civile, toute l'histoire de l'humanité, soit environ 300 000 ans, tiendrait dans les 18 dernières secondes de la nuit du 31 décembre. Ta vie de 80 ans serait un instant plus court qu'une milliseconde dans cette dernière seconde. Nous sommes un clin d'œil cosmique. Notre existence n'est qu'une vague éphémère qui se perd dans l'océan infini du temps de l'univers. C'est la vérité tragique de notre existence. Nous avons manqué presque toute l'histoire, la naissance des premières étoiles, la collision des galaxies, la première apparition de la vie. Nous avons tout manqué, et nous ne verrons probablement pas la fin de l'univers non plus. Nous sommes des êtres éphémères qui ne peuvent lire qu'un seul mot dans une immense bibliothèque. Cette pensée peut placer un lourd fardeau de néant sur les épaules de l'homme. Maïs, encore une fois, vient ce mot. Mais, oui, nous ne sommes ici que pour un instant. Mais, quel instant! Si dans tous ces 8 milliards d'années, il y a un seul moment où l'univers a pris conscience de sa propre existence, c'est interrogé sur lui-même, à admirer sa propre beauté. C'est ce moment. Et c'est nous qui le faisons. Nous sommes le moyen par lequel l'univers se connaît, se sait. Notre existence est la première phrase significative, à la fin de 8 milliards d'années de silence. Ce bref instant ne signifie pas que nous sommes insignifiants. Au contraire, il rend cet instant incroyablement précieux, incroyablement rare et incroyablement important, car sur cette ligne de temps infini, à ce moment précis, nous existons. Et toi aussi, tu fais partie de ces 18 dernières secondes. Tu es en vie à ce moment miraculeux où l'univers a ouvert les yeux. Tu es le résultat d'une attente de milliards d'années. Ta conscience est le miroir dans lequel l'univers se contemple. Ce n'est pas un fardeau. C'est le plus grand privilège que nous portons. Pourtant, ce privilège s'accompagne du troisième paradoxe, peut être le plus troublant, le paradoxe de la solitude. Cette simple question posée par le physicien italien Enrico Fermi en 1950, « Où est tout le monde ?», résonne encore à nos oreilles. Depuis plus de 60 ans, nous écoutons le ciel avec des efforts comme le programme SETI. Nous cherchons des ondes radio, des signaux laser, toute forme de communication technologique. Et quelle a été la réponse ? Le silence absolu. Cela nous pousse à la conclusion que nous sommes la seule espèce intelligente dans l'univers. Une solitude cosmique profonde. Mais, maintenant, Webb ouvre la porte à une possibilité diamétralement opposée. K2, 1,8b et des dizaines de milliards de mondes. Hyson potentiel comme lui suggère que l'univers pourrait être rempli de vie, qu'il pourrait littéralement grouiller de vie. Comment ces deux réalités peuvent-elles exister simultanément ? Un silence absolu et une abondance potentielle. C'est la vérité tragique d'une solitude nouvelle et plus complexe. Peut être que nous ne sommes pas seuls, mais nos voisins pourraient être des microbes avec qui nous ne pourrons jamais avoir de conversation. Peut être que l'univers est comme une immense pension remplie de gens assis silencieusement dans leur propre chambre, mais inconscients de l'existence des autres. C'est la solitude de ne pas trouver d'interlocuteur. C'est le sentiment que nous pourrions être la plus grande blague de l'univers, la seule espèce capable de parler, de poser des questions, mais sans personne pour y répondre. Mais cette histoire a aussi un mais. Si le signal de K2, un 8b, est réel, si la vie est courante dans l'univers, cela signifie que nous ne sommes pas un accident. Cela signifie que la vie est un processus naturel qui émerge dans certaines conditions. Cela fait de nous une partie de l'univers, pas une anomalie, mais la preuve d'une règle. Cela signifie qu'il y a un lien incassable entre un hypothétique microbe flottant
dans l'océan de K2, 1-8b et toi, malgré des milliards d'années et 124 années-lumière de distance. Vous êtes tous deux nés de la même poussière d'étoiles, des mêmes lois physiques, des mêmes processus chimiques. Ce n'est pas une conversation, c'est un arbre généalogique. Ce n'est pas un dialogue, c'est un héritage. C'est, et la reconnaissance, silencieuse, mais puissante que nous faisons partie, d'une famille universelle. Toi aussi, tu fais partie de cette famille. Peu importe à quel point tu te sens seul, tu es chimiquement, existentiellement, apparenté à chaque étoile, chaque planète et peut être, chaque être vivant de l'univers. C'est la connexion la plus profonde, trouvée dans le silence. Dimension, temps et solitude, ces trois grands paradoxes façonnent notre nouvelle place dans l'univers. Nous sommes à la fois la partie la plus insignifiante et la plus importante de l'univers. Nous sommes à la fois son moment le plus éphémère et le plus précieux. Nous sommes ces êtres à la fois les plus seuls et les plus profondément connectés. Ces contradictions ne sont pas une faiblesse, elles sont notre plus grande force, car elles nous donnent la capacité de nous interroger, de poser des questions et de comprendre. Mais, sous toutes ces réflexions philosophiques, se cache une question plus personnelle, plus dérangeante. Comment cette nouvelle réalité nous affecte-t-elle en tant qu'individus ? Et la réponse à cette question peut être cachée encore plus profondément, car cette question nous amène à un quatrième paradoxe, le paradoxe de la connaissance et de l'incertitude. D'un côté, le télescope spatial James Webb nous offre des données beaucoup plus nombreuses et précises sur l'univers que nous n'en avons jamais eu. Nous mesurons des spectres, des longueurs d'onde, des compositions chimiques avec une précision d'une partie par million. La connaissance n'a jamais été aussi claire, aussi chiffrée. Mais, de l'autre côté, chaque nouvelle information ouvre la porte à un océan d'incertitude plus grand dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Nous trouvons du DMS sur K2, 1-8b, mais nous réalisons ensuite qu'il pourrait être confondu avec du DMDS. Nous trouvons des galaxies massives dans l'univers primitif, mais nous voyons comment cela bouleverse nos modèles de formation des galaxies. Chaque réponse apporte avec elle 10 nouvelles questions. L'augmentation de la connaissance nous montre aussi à quel point notre ignorance est profonde. C'est la tragédie la plus ironique de notre existence. Plus nous en apprenons, mieux nous comprenons à quel point nous savons peu. C'est comme se promener dans une pièce sombre avec une lampe de poche. Plus la lumière de la lampe est forte, plus la zone éclairée est émaïsse. En même temps, plus nous voyons clairement à quel point le reste de la pièce est grand et sombre. La connaissance ne définit pas seulement le connu, mais aussi les frontières de l'inconnu. Et ces frontières semblent s'élargir à chaque nouvelle découverte. Mais cette situation a aussi un mais. Cette incertitude infinie n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, car elle nous donne la liberté de nous interroger, d'explorer, d'imaginer et de chercher. Si nous savions tout, si nous avions toutes les réponses, que se passerait-il ? La science s'arrêterait, la philosophie s'arrêterait, la curiosité, la force motrice la plus fondamentale qui fait de l'homme un homme deviendrait dénué de sens. L'incertitude est le moteur de la découverte. L'inconnu est le carburant de l'aventure. Chaque nouvelle question est le début d'un nouveau voyage. C'est pourquoi le plus grand cadeau que Webb nous ait fait ne sont pas les réponses, mais les questions. Il nous a donné une série de questions nouvelles et plus profondes auxquelles les générations futures s'efforceront de répondre, sur lesquelles elles construiront de nouvelles théories, pour lesquelles elles concevront de nouveaux télescopes. Toi aussi, tu fais partie de ce processus. Chaque moment, je ne sais pas dans ta vie, n'est pas une lacune, mais un potentiel. Chaque point d'interrogation n'est pas une fin, mais un début. Cette danse de la connaissance et de l'incertitude se déroule aussi chaque jour dans ton esprit. Et cette danse est ce qui nous maintient vivants, curieux et, surtout, humains. Et cela nous amène au paradoxe ultime, le paradoxe de la puissance et de la fragilité.
D'un côté, nous sommes au sommet de nos 300 000 ans d'histoire. Nous sommes une espèce qui refroidit des miroirs, plaqués or à négatif 233 degrés Celsius et les envoie dans l'espace, qui fissionne les atomes, qui lit le code génétique. Nous écrivons des équations qui racontent les 8 milliards d'années d'histoire et l'univers. Nous pouvons sentir les atmosphères de monde au-delà de notre propre planète. C'est un pouvoir divin, Maïs. De l'autre côté, nous sommes toujours les mêmes êtres biologiques. Nous luttons contre les guerres, les maladies, la famine, les crises environnementales que nous avons nous-mêmes créées. Nous ne parvenons pas à nous entendre. Il n'est même pas certain que nous puissions laisser un monde habitable aux générations futures. C'est notre contradiction la plus tragique. Nous sommes assez intelligents pour percer les secrets de l'univers, mais assez insensés pour ne pas pouvoir résoudre nos problèmes les plus fondamentaux. Nous pouvons atteindre le cosmos, mais nous ne pouvons pas éteindre l'incendie dans notre propre maison. Comment une si grande impuissance et une si grande fragilité peuvent-elles coexister dans le même corps, dans la même espèce, et peut être le plus grand mystère de l'univers? Mais même ce tableau terrible a un mais. Peut être que ces deux aspects sont les deux faces d'une même médaille. Peut être que ce qui nous pousse à chercher les secrets de l'univers, c'est précisément cette fragilité. C'est parce que nous savons à quel point notre existence sur cette planète est délicate et éphémère que nous cherchons au-delà. Nous cherchons un sens, une permanence, une connexion. Peut être que la raison pour laquelle nous avons construit le télescope Webb n'est pas seulement la curiosité scientifique, mais aussi une peur existentielle. C'est parce que nous savons que nous sommes mortels que nous posons des questions immortelles. Cette quête est notre action la plus noble, la plus humaine. Cette tension entre la puissance et la fragilité recèle un potentiel qui pourrait nous mener soit à l'extinction, soit à un niveau de dépassement de soi que nous n'avons jamais imaginé auparavant. Toi aussi, tu es au cœur de cette tension. Chaque jour, tu fais face à ta puissance personnelle et à tes fragilités personnelles. Et chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais, joue un petit rôle dans ce grand drame de notre espèce. Choisir la direction que nous prendrons est la responsabilité commune de nous tous. Face à toutes ces découvertes et à cette nouvelle perspective cosmique, comment te sens-tu? Si demain, la NASA montait sur un podium et confirmait définitivement que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qu'est-ce que cela changerait pour toi? Pas pour la science, les gouvernements ou les agences spatiales. Pour toi, personnellement, dans ta vie quotidienne, dans ta façon de penser à la nuit la prochaine fois que tu regarderas le ciel, qu'est-ce qui changerait? Peut être que cela apporterait un profond sentiment de soulagement et de connexion. Une paix venant du fait de savoir que l'univers n'est pas si vide, dénué de sens. Maïs. Peut être que cela créerait aussi un sentiment de peur et d'insignifiance. Si la vie existe ailleurs, qu'advient-il de l'idée que nous sommes spéciaux? Le rôle central de l'humanité dans ce grand drame cosmique serait-il ébranlé? Les deux sentiments sont valides, car c'est le plus grand changement de paradigme de l'histoire de l'humanité. Et de tels changements sont toujours à la fois excitants et dérangeants. Dimension, temps, solitude, connaissance et puissance. Ces paradoxes sont désormais les coordonnées de notre nouvelle place dans l'univers. Nous sommes la partie de l'univers qui cherche un sens, qui pose des questions, qui est à la fois incroyablement puissante et tragiquement fragile. Accepter cette identité peut être le plus grand défi que Webb nous ait lancé. Nous savons maintenant que l'univers est plus complexe, plus rapide et potentiellement plus vivant que nous le pensions. Nous avons commencé ce voyage avec un faible signal de diméthylsulfure à l'odeur d'océan, venant d'un monde Hishan à 124 années-lumière. Avec les yeux d'or de James Webb, nous avons regardé jusqu'au commencement des temps, jusqu'aux secrets les plus profonds de l'univers. Nous nous sommes perdus dans les paradoxes vertigineux de la
dimension du temps, de la solitude et de la connaissance. Nous avons vu que l'univers n'est pas seulement un vide froid et une matière aveugle. C'est un lieu vibrant, rempli de potentiel, de motifs et peut être à vie sous des formes que nous n'avons jamais imaginées. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une seule planète. C'était l'histoire réécrite de l'univers et de notre place en son sein. C'est pourquoi une ère de l'histoire humaine est désormais irréversiblement révolue. L'époque où la question « y a-t-il de la vie ?» dans l'univers était une affaire de croyance et de philosophie est terminée. C'est maintenant une question expérimentale qui peut être mesurée, testée et répondue sur la base de données. Nous ne murmurons plus de suppositions dans le noir. Nous écoutons maintenant avec des télescopes, nous lisons avec des spectres et nous cherchons des preuves. C'est peu être la plus grande révolution, pas le fait que nous ayons encore trouvé la réponse définitive, mais le fait que nous ayons prouvé que la réponse peut être trouvée, qu'elle est à la portée des outils de la science. L'ère de la recherche est terminée. L'ère de la découverte a commencé. Et cette nouvelle réalité change surtout toi et moi. C'est à dire-nous, ce soir ou une autre nuit, lorsque tu lèveras la tête et que tu regarderas le ciel, tu ne regarderas plus le même ciel. Ces étoiles, lointaines, ne sont plus seulement des points de lumière romantiques. Elles sont des systèmes solaires potentiels, des océans potentiels et des voisins potentiels. Cette connaissance ne change pas les cartes ou les équations, elle change l'univers en nous, notre perception de l'existence, car le voyage pour découvrir l'univers est, en fin de compte, toujours un voyage pour nous découvrir nous-mêmes. Et à la fin de 8 milliards d'années de silence, l'univers a enfin trouvé un écho, nous.